Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose un sujet d'examen et une expression écrite inspirée de Le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen de français, chapitre 44, 45, 46 et 47 du roman Le dernier jour d'un condamné. Je répète, chapitres 44, 45, 46 et 48 du roman Le dernier jour d'un condamné. Le texte. Le prêtre est bon. Le geôlier aussi. Je crois qu'ils ont versé une larme quand j'ai dit qu'on m'emporta mon enfant. C'est fait, maintenant il faut que je me roidisse en moi-même et que je pense fermement au bourreau, à la charrette, aux gendarmes, à la foule sur le pont, à la foule sur le quai, à la foule aux fenêtres et à ce qu'il y aura exprès pour moi sur cette lugubre place de Grève qui pourrait être pavée des têtes qu'elle a vues tomber. Je crois que j'ai encore une heure pour m'habituer à tout cela. Tout ce peuple ira battre des mains, applaudira, et parmi tous ces hommes, libres et inconnus, des geôliers qui courent pleins de joie à une exécution, dans cette foule de têtes qui couvrira la place. Il y aura plus d'une tête prédestinée qui suivra la mienne. Tôt ou tard, dans le panier rouge, plus d'un qui y vient pour moi, y viendra pour soi. Pour ces êtres fatals, il y a sur un certain point de la place de Grève un lieu fatal, un centre d'attraction, un piège. Il tourne autour jusqu'à ce qu'il y soit. Jusqu'à ce qu'il y soit. Chapitre 46. Ma petite Marie, on l'a ramenée jouer. Elle regarde la foule par la portière du fiacre et ne pense déjà plus à ce monsieur. Peut-être aurais-je encore le temps d'écrire quelques pages pour elle, afin qu'il les lise un jour et qu'elle pleure dans 15 ans pour aujourd'hui. Oui, il faut qu'elle sache par moi mon histoire et pourquoi le nom que je lui laisse est sanglant. Chapitre 47. Note de l'éditeur. On n'a pu encore trouver les feuilles qui se rattachaient à celui-ci. Peut-être, comme ceux qui suivent, semblent indiquer, le condamné n'a-t-il pas eu le temps de les écrire. Il était tard quand cette pensée lui est venue. Passons aux questions de la compréhension. Question 1. De quel type d'ouvrage est extrait cette justice? De quel type d'ouvrage est extrait ce texte? Justifiez votre réponse. Question 1. De quel type d'ouvrage est extrait ce texte? Justifiez votre réponse. La réponse. Ce texte est extrait d'un roman. Plus précisément, il s'agit d'un plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort. Le titre de l'œuvre, Le dernier jour d'un condamné, et le contenu de l'extrait, évoquant les derniers moments d'un prisonnier, indiquant une narration subjective et une réflexion sur la condition d'un condamné à mort, caractéristique du genre romanesque à thèse. La question 2. Quels sont les deux personnages mentionnés au début de cet extrait? Quelle impression le narrateur dont-il a d'eux?
Question 2. Quels sont les deux personnages mentionnés au début de cet extrait? Quelle impression le narrateur donne-t-il d'eux? La réponse. Les deux personnages mentionnés au début de l'extrait sont le prêtre et le geôlier. Le narrateur donne l'impression qu'ils sont compatissants et humains, puisqu'il croit qu'ils ont versé une larme lorsqu'il a exprimé le souhait que son enfant soit emmené, qu'il soit emmené. Question 3. Quel événement tragique? Question 3. Quel événement tragique est implicite et implicitement évoqué dans la première phrase? Question 3. Quel événement tragique est implicitement évoqué dans la première phrase? La réponse. L'événement tragique implicitement évoqué est la condamnation à mort du narrateur. La mention du prêtre et du geôlier dans ses pensées suggère qu'il se trouve dans les derniers moments précédents, sans exécution. Question 4. Que suggère la phrase inachevée avec les points de suspension? Question 4. Que suggère la phrase inachevée avec les points de suspension? La réponse. La phrase inachevée avec les points de suspension suggère une émotion intense et une pensée interrompue. Il est possible que le narrateur soit submergé dans la douleur de quitter son enfant ou qu'il soit interrompu dans ses pensées par un événement extérieur ou par la prise de conscience de son sort imminent. Question 5. À quoi font référence les derniers mots de l'extrait quand cette pensée lui est venue? Question 5. À quoi font référence les derniers mots de l'extrait quand cette pensée lui est venue? La réponse. Les derniers mots de l'extrait font référence à la pensée du narrateur de laisser une trace écrite, probablement ses réflexions et ses sentiments durant ces derniers jours. La note de l'éditeur mentionnée juste avant. On a pu encore retrouver les feuilles qui se rattachaient à celui-ci. Peut-être le condamné n'a-t-il pas eu le temps de les écrire. Contextualise cette pensée et le caractère inachevé de son récit. Passons maintenant aux questions d'analyse et de langue. Question 6. Identifier le narrateur dans ce texte. Quelle est sa situation? Question 6. Identifier le narrateur dans ce texte. Quelle est sa situation? La réponse. Le narrateur dans ce texte est un condamné à mort. Sa situation est celle d'une personne qui vit ses derniers moments avant son exécution. Elle est enfermée et entourée par des figures associées à son emprisonnement et à la mort. Prêtre, geôlier. Question 7. Relevez dans le texte un champ lexical dominant. Quel est-il? Justifiez sa présence. Question 7. Relevez dans le texte un champ lexical dominant. Quel est-il? Justifiez sa présence. La réponse. Un champ lexical dominant dans ce corps extrait est celui de la mort et de la souffrance, bien qu'il ne soit pas explicitement développé ici. La présence du prêtre et du geôlier, ainsi que l'évocation de la séparation avec son enfant, renvoie implicitement à la mort imminente du narrateur et à la douleur de cette situation. Ce champ lexical est central dans l'œuvre car il traite de la peine capitale. Question 8. Analysez l'emploi des temps verbaux dans cet extrait. Qu'indique-t-il? Question 8. Analysez l'emploi des temps verbaux dans cet extrait. Qu'indique-t-il? La réponse. L'emploi des temps verbaux est principalement présent. Est, croit, enversé, a-t-il, est venu. Ce présent peut avoir une valeur d'actualité.
décrivant les pensées et les impressions immédiates du narrateur au moment où il écrit. Le passé composé, inversé, évoque une action passée, mais dont la conséquence est encore présente dans l'esprit du narrateur. Le passé simple vint dans la note de l'éditeur situe un événement révolu dans le temps du récit. Question 9. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans l'expression l'horrible peuple qui aboie, mentionnée dans les extraits suivants de la même œuvre? Quel est son effet? Question 9. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans l'expression l'horrible peuple qui aboie, mentionné dans les extraits suivants de la même œuvre? Quel est son effet? La réponse. Dans l'expression l'horrible peuple qui aboie, on reconnaît une métaphore, l'emploi du verbe aboyer, habituellement associé aux animaux, pour décrire le peuple. Dénigre et animalise la foule. Cet emploi vise à souligner la violence et l'inhumanité du comportement de la foule face aux condamnés. Question 10. Comment le narrateur exprime-t-il ses émotions dans cet extrait? Question 10. Comment le narrateur exprime-t-il ses émotions dans cet extrait? La réponse. Le narrateur exprime ses émotions de manière indirecte et suggérer la phrase inachevée. La phrase inachevée et les points de suspension traduisent une émotion trop forte pour être exprimée pleinement. L'évocation de la larme du prêtre et du geôlier révèle sa sensibilité et son besoin de compassion. Son souci pour son enfant montre son amour et son désespoir face à la séparation. Question 11. À quel niveau de langue appartient cet extrait? Justifiez votre réponse. Question 11. À quel niveau de langue appartient cet extrait? Justifiez votre réponse. La réponse. Cet extrait appartient au niveau de langue courant. Le vocabulaire utilisé est accessible et la syntaxe est globalement correcte, sans être particulièrement recherché ou familier. L'expression des pensées est claire et directe, ce qui correspond à un usage standard de la langue française. Question 12. Quel est le pronom personnel dominant dans cet extrait? Qu'est-ce que cela révèle sur la perspective narrative? Question 12. Quel est le pronom personnel dominant de cet extrait? Qu'est-ce que cela révèle sur la perspective narrative? La réponse. Le pronom personnel dominant de cet extrait est « je ». Je crois, j'ai dit. Cela révèle une perspective narrative à la première personne où le lecteur a accès direct aux pensées, aux sentiments et aux perceptions du condamné. Le récit est subjectif et centré sur l'expérience personnelle du narrateur. Question 13. En vous basant sur les thèmes abordés dans les derniers jours d'un condamné, quel débat de société l'auteur cherche-t-il à soulever? Question 13. En vous basant sur les thèmes abordés dans le dernier jour d'un condamné, quel débat de société l'auteur cherche-t-il à soulever? La réponse. L'auteur Victor Hugo cherche principalement à soulever le débat sur l'abolition de la peine de mort. À travers le récit des dernières heures d'un condamné, il met en lumière la cruauté, l'injustice et l'inefficacité de cette sentence, plaidant pour une réforme du système pénal. La question 14. La note de l'éditeur est-elle diégétique ou extradiégétique? Justifiez votre réponse. Question 14. La note de l'éditeur est-elle diégétique ou extradiégétique? Justifiez votre réponse.
La réponse, la note de l'éditeur est extra-diégétique. Il intervient en dehors du récit principal du condamné. L'éditeur, en tant qu'instance extérieure à l'histoire, commente la forme du texte et l'absence de certains feuillets fournissant des informations qui ne proviennent pas du narrateur lui-même. La question 15. Relever une figure d'insistance possible dans le texte en considérant l'ensemble de l'œuvre. Quel est son effet dans un plaidoyer? Question 15. Relever une figure d'insistance possible dans le texte en considérant l'ensemble de l'œuvre. Quel est son effet dans un plaidoyer? La réponse, une figure d'insistance possible en considérant l'ensemble de l'œuvre est la répétition de certains mots ou expressions clés liées à la souffrance, à l'injustice et à la mort. Dans un plaidoyer, la répétition permet de marteler une idée essentielle et de renforcer l'impact émotionnel sur le lecteur afin de le convaincre de la justesse de la cause défendue. Maintenant, on passe au sujet de la production écrite. Je lis le sujet. Victor Hugo, à travers ces derniers jours d'un condamné, dénonce la peine de mort. Pensez-vous que la peine capitale soit une mesure juste et efficace dans la société actuelle? Je répète la question du sujet. Victor Hugo, à travers le dernier jour d'un condamné, dénonce la peine de mort. Pensez-vous que la peine capitale soit une mesure juste et efficace dans la société actuelle? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif d'une vingtaine de lignes en vous appuyant sur des arguments cohérents et des exemples fictifs ou réels. Les critères de la correction. La correction tiendra compte des critères suivants: conformité à la consigne d'écriture, 2 points, et la cohérence de l'argumentation, 4 points, et la correction de la langue, 4 points. Passons, la ponctuation est mise en page, 1 point. Passons maintenant à la correction de la production écrite possible. À l'instar de Victor Hugo, dans son œuvre poignante, Le dernier jour d'un condamné, la question de la peine capitale continue de susciter un vif débat dans nos sociétés contemporaines. Faut-il considérer la mort infligée par l'État comme une mesure juste et efficace face à la criminalité, ou représente-t-elle une violation fondamentale des droits humains et une solution illusoire aux problèmes de sécurité? Nombreux sont ceux qui prônent la peine de mort au nom de la justice et de la dissuasion. L'argument de la justice rétributive avance que le criminel doit payer de sa vie le tort qu'il a causé, offrant ainsi une forme d'apaisement aux victimes et à leurs proches. De plus, la théorie de l'exemple soutient que la crainte de l'exécution pourrait détourner d'autres individus de commettre des crimes graves. Cependant, ces arguments se heurtent à des objections éthiques et pratiques considérables. Sur le plan éthique, le droit à la vie est un droit fondamental et inaliénable. L'État garant de ce droit ne devrait pas s'arroger le pouvoir de le retirer sous peine de sombrer dans une logique de violence
et de vengeance. De plus, le risque d'erreur judiciaire, bien que faible, demeure une réalité terrifiante, rendant la peine de mort irréversible et potentiellement responsable de l'exécution d'innocence, d'innocents. Sur le plan pratique, l'efficacité dissuasive de la peine capitale n'a jamais été prouvée de manière concluante. Des études comparatives entre pays ayant aboli la peine de mort et ceux qui la maintiennent ne révèlent pas de corrélation directe entre son application et une diminution significative de la criminalité. Au contraire, des mesures axées sur la prévention, l'éducation et la réhabilitation des criminels semblent plus prometteuses. En définitive, bien que la peine de mort puisse apparaître comme une réponse immédiate et radicale face à l'horreur de certains crimes, elle soulève des questions fondamentales sur notre conception de la justice, de l'humanité et du rôle de l'État. L'abolition de la peine capitale apparaît comme une nécessité morale et un signe de progrès pour une société qui aspire à plus de justice et d'humanité. Et en se concentrant sur des alternatives plus constructives et respectueuses de la dignité humaine, la société peut véritablement œuvrer à la réduction de la criminalité et à la construction d'un avenir plus sûr pour tous. J'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens.